Et c'est pas simple de laisser cette libre communication ou cette libre prise de parole, même sur le digital. Quelque part, ce changement culturel-là, il ne peut pas être mis en place par l'outil. Il faut déjà que dans l'entreprise, on ait cette capacité à donner la parole, à écouter et à faire confiance et à partager son pouvoir. Ça, c'est pas toujours simple. Surtout sur ce dernier mot. La question de l'accessibilité. Moi, je sais que c'est des sujets qui nous intéressent. Ouais. C'est voilà, comment rendre accessible l'accès au numérique, mais l'accès aussi au site, au support. Tout à fait. Parce que si on regarde, voilà, il y a très peu de sites accessibles et ça, c'est important. Effectivement, et puis une entreprise, c'est une micro-société aussi, ça veut dire qu'elle est composée d'ultra utilisateurs du digital, mais aussi de gens qui en sont loin, qui en ont peur, qui n'ont pas envie, et puis de différentes phases de maturité aussi par rapport au digital, des nouveaux entrants qui ont ça dans la poche depuis toujours, donc qui ne se posent pas de questions, et puis et des personnes qui n'ont pas eu ces mêmes usages dans le passé, et donc qui se posent beaucoup plus de questions. On a parlé sécurité, on a parlé communication, etc. Donc effectivement, cette notion d'accessibilité, elle doit aussi être posée sur la table. D'autres questions à se poser quand on va aborder la digitalisation de tout ou partie d'une entreprise ou d'une organisation? Alors si ça tombe en panne, quel recours on peut avoir? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça dure un moment, quoi. La continuité, ouais. Alors ça y est, je veux être limitée. C'est vrai, c'est un peu ce qui fait peur, c'est que si du jour au lendemain on perd nos données, on n'a plus accès à rien, on ne peut plus communiquer entre les autres. C'est la grande coupure internet mondiale, il y a beaucoup de films et de séries qui surfent sur ce sujet-là qui fait frémir tout le monde. Ça peut arriver, hein. Bien sûr. Alors, un laps de temps, quoi. Ouais. Il y a une entreprise bretonne qui s'est fait hacker il y a... C'est pas si vieux que ça, il y a 2-3 semaines, et ça arrive très régulièrement. Et aujourd'hui, l'ensemble de leurs données sont paralysées. Le temps qu'ils puissent remettre le système en marche, et puis c'est une question de 1 mois ou 2. Quelque part, mais ça veut dire que tout le monde repart en local, alors qu'on avait l'habitude de travailler en collaboratif, et c'est presque repartir à l'inverse pour quelques mois. Et c'est à prévoir. Oui, c'est à prévoir, effectivement. Mais du coup, on n'a pas mis la sécurité justement des données. Ouais. Et comment on assure ça, la sécurité des données ou la sécurité, les bons usages quelque part? Toujours, encore une fois, par la formation. Ouais. C'est un préalable. Tout à fait. Il faut faire des copies. L'information. Formation, sensibilisation, et ça c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai pour chacun des citoyens et pour vos enfants si vous en avez, se rendre compte des usages digitaux et de la sécurité autour, de l'insécurité qu'il peut y avoir autour, c'est effectivement un enjeu sociétal pour moi, effectivement. Mais ce qu'il faut pas, il faut peut-être quand même une personne compétente dans chaque entreprise, j'imagine, pour gérer. Moi, je sais pas. Une personne ou un référent, quelqu'un qui a la main quand même. Ouais, tout à fait. Et à votre avis, ce référent, il a quelles compétences? Des compétences informatiques. Informatique, ouais. Je pense. Ouais. De communication. Ça peut être un changement. Ouais. Informatique. J'entends des petites choses, mais. Conduite de changement, alors après c'est peut-être un terme qui fait peur, mais c'est d'être en capacité d'accueillir les avis des uns des autres, d'en prendre compte, et c'est d'être en capacité aussi de comprendre que tout individu ne fonctionne pas de la même manière et n'a pas la même maturité, et que donc il faut s'adapter à chacun d'entre eux. Ouais. On n'a pas parlé des clients. Ouais. Et, du coup, il faut s'assurer aussi qu'ils soient prêts à... Ouais. Tout à fait. La formation, elle peut être interne et elle peut être aussi... Effectivement, si, je sais pas, moi je suis un assureur et que du jour au lendemain je décide de tout gérer, mes contrats d'assurance et ma relation client depuis une application, il faut bien que je puisse me poser la question de chacun de mes segments cibles pour savoir si ça va fonctionner. Et d'ailleurs, je prends cet exemple un peu par hasard, mais souvent il y a du coup des outils différents en fonction de l'âge des clients, des souscripteurs, parce que c'est pas forcément les mêmes outils. Mais souvent, c'est pas les mêmes offres non plus, donc
ça le fait bien. Mais effectivement, tout comme tous les salariés ne sont pas prêts à y aller, tous les clients n'y vont pas non plus. C'est aussi permettre la participation, je pense, des collaborateurs à l'élaboration du projet. Ouais. Donc, avec l'aide du référent ou autrement, mais je pense que, Pour obtenir l'adhésion. notamment pour définir les besoins, aussi faire prendre conscience des risques. Ouais. Et justement, pour aboutir à une forme d'adhésion, il faut aussi que les personnes puissent participer au projet. Tout à fait. Et c'est en ça où je ne sais plus si je l'ai écrit ou pas, enfin je le disais tout à l'heure, c'est en ça où moi je pense qu'il y a vraiment un changement de culture. Parce que ça veut dire qu'en amont des projets, on demande l'avis aux salariés. C'est pas acquis pour toutes les entreprises, c'est pas acquis pour toutes les structures et les modalités d'entreprise. Effectivement, on se pose la question de quels sont les besoins, comment tu travailles, comment est-ce que je peux te faciliter le travail. Ben, c'est pas forcément des fonctionnements qui sont en entreprise. De plus en plus, je ne vais pas tirer un portrait négatif des entreprises, au contraire, mais ça veut dire un changement de culture, ça veut dire qu'on prend l'avis de ses collaborateurs et que peut-être même au départ, des postes plus opérationnels, exécutants, d'assistanat, vont être aux prémices de projets. C'est pas forcément dans cet ordre-là souvent qu'on le prend, mais c'est pourtant la clé du succès, pour l'avoir vécu dans plusieurs entreprises, c'est la clé du succès. Il faut vraiment prendre l'écouter effectivement, mais l'écouter vraiment. Parce que j'ai vu des situations, effectivement, on organise la réunion et puis derrière... Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le futur outil RH? Vous voulez tout ça? Ok. Bon, on va pas faire comme ça. Finalement, on a trouvé un prestataire qui va faire autrement. Voilà. On pense que c'est bien. Et du coup, là, c'est la catastrophe. Mais là, c'est les relations humaines. C'est qu'on ne peut pas dire on vous écoute, on va vous écouter et on va faire en sorte que ça vous ressemble ou que ça puisse vous servir. Et ensuite fermer le truc en disant non, finalement, c'est nous qui décidons. Là, en termes de relations, c'est pas simple. Ça risque de bloquer. Je pensais aussi à la question de l'environnement en fait, parce que voilà, il y a tout le stockage des données et finalement c'est aussi. Effectivement. Et c'est pour ça que je parle maintenant, que nous parlons maintenant des transitions, puisque nous sommes les premiers, les premiers à se poser la question de ce qu'on appelle le numérique responsable. Derrière numérique responsable, il peut y avoir deux choses. Effectivement, il y a le côté sécurité. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est que comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les citoyens soient aussi responsables de leurs agissements sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut leur permettre aussi de communiquer et d'utiliser ces outils-là en toute sécurité. Il y a cette partie-là, mais il y a aussi que chacune des actions numériques a quand même un point carbone, et donc de se dire que ce n'est pas anodin. Effectivement, le télétravail permet de diminuer les transports, mais la visio, en contrepartie, a un certain poids. C'est pas aussi fort, on est d'accord. Mais ça veut dire que chaque choix d'outils, chaque choix de digitalisation a quand même un impact carbone, et il y a un impact aussi sur la donnée, si elle est hébergée sur des serveurs américains, si elle est... Enfin voilà, il y a tout un enjeu de questionnement autour du numérique responsable. C'est pas simple, ça fait beaucoup de choses à... C'est des bons jongleurs qu'il faut quand on digitalise, parce qu'il faut faire il faut être en capacité de trouver l'outil, il faut être en capacité d'accueillir et d'accompagner les humains, et puis il faut penser à la question écologique, sécurité, c'est pas simple. Pour les professionnels. Voilà, pour les professionnels, c'est un métier, effectivement. C'est un métier. Et c'est là où est-ce que je suis d'accord, souvent on recueille les besoins, ou en tout cas les demandes de tout le monde, mais avec des questions financières, environnementales, etc., on n'arrive pas toujours à ce que, répondre au cahier des charges qui a été peut-être défini au début. Est-ce que les outils sont forcément toujours adaptés à l'entreprise, ou est-ce qu'il ne faut pas quand même s'adapter un petit peu? Mais c'est un peu comme quand vous partez en vacances avec une bande de copains ou avec votre famille. L'idée elle est bonne, et puis il existe plein de choses. Il y a des all-inclusive qui comprennent du petit-déj à la soirée, et puis il y a des choses qu'on peut construire sur mesure et aller chercher ses visites, faire à manger soi-même, louer sa propre maison, enfin voilà. Il y a différentes options. Effectivement, si on demande l'avis de tous, on va probablement arriver sur quelque chose de sur mesure.
sauf si peut-être que la vie partagée est juste je veux du soleil et je veux me reposer, auquel cas on peut trouver une solution toute faite. Mais effectivement, en tout cas, si on est prêt à écouter les besoins et les envies des collaborateurs, il faut être prêt derrière à réfléchir à la question de budget. Effectivement, ça peut être très simple. Nous, on a une entreprise qui nous avait contacté pour dire oui, on veut une plateforme qui permet, donc une entreprise éclatée sur un territoire, c'est-à-dire qu'il y a différents bureaux sur différentes villes. Les gens travaillent rarement en même temps, au même moment. Et donc l'idée était comment on maintient la communication, les échanges, la relation pour des gens qui ne travaillent pas dans les mêmes espaces. Et donc ils voulaient créer une plateforme, etc. Au final, c'était trop musclé quelque part comme solution, puisque aujourd'hui il y a des solutions comme Slack qui permettent, Slack c'est aussi une solution comme Teams, où finalement de façon assez simple on peut organiser différentes équipes de communication, et Slack c'est gratuit, a priori en tout cas, juste le temps de l'organiser, le temps de former, le temps d'embarquer, mais c'est un outil qui est gratuit. Et pour autant, là, pour le coup, ils avaient été recueillir vraiment les besoins des collaborateurs et ils avaient étudié tout ça. Donc ça dépend un peu. Mais en tout cas, il faut être ouvert au budget parce que au-delà du coût de certaines applications, c'est aussi du temps passé. À partir du moment où on ouvre un peu la possibilité de dialogue en entreprise, ça veut dire qu'il faut recueillir, analyser, accompagner, et puis du coup, tout ça prend un petit peu de temps. Mais encore une fois, pour des impacts forts. Après, je crois qu'il faut aussi faire confiance aux collaborateurs. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une question de budget. C'est-à-dire qu'il y a le logiciel comptable idéal, parce que c'est aussi ça, paye idéal par rapport à l'organisation, puis à la réalité qui fait que du sur-mesure, si je veux un logiciel paye sur mesure, je peux m'amuser. Mais c'est aussi de faire confiance aux collaborateurs en disant voilà notre budget, parce qu'il n'est pas extensible, voilà les propositions qu'on a, et on va vers quoi ensemble. Tout à fait. Sur quoi on renie, sur quoi on renie pas. C'est ça. Donc c'est pas forcément en effet d'aller sur du sur-mesure parce qu'il y a eu cette écoute, mais c'est de faire confiance et de travailler ensemble. C'est ça. Mais pour refaire le parallèle avec cette organisation des vacances entre amis ou en famille, quand on va ouvrir le dialogue, tout le monde va vouloir du soleil, de la piscine, des musées, des sorties, des fêtes, tout ce que vous voulez, et puis le champ des possibles est très très large. Et après quand on dit, ok, dans le critère on a du temps, on n'a qu'une semaine. L'autre critère, on a le budget. Et peut-être autre critère, je sais pas, on veut y aller en voiture. Quand on a mis ces trois critères-là, on va forcément réduire le champ des possibles. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est aussi une question de confiance, de se dire que dans les entreprises, les professionnels sont aussi des personnes qui personnellement prennent des grandes décisions, ont des enfants, achètent une maison, changent de ville. Donc s'ils sont en capacité de prendre toutes ces décisions pour eux, ils sont aussi en capacité de mettre du bon sens dans la prise de décision en entreprise. Je pense. D'autres idées sur ce qu'il faut questionner, ce qu'il faut prévoir quand on se lance dans un projet comme ça? Penser à une évaluation. Ouais. Évaluation du projet. Oui. Et puis, lors de la mise en place, quelque chose, alors sans être totalement formaliste, ça dépend des organisations. Non mais je suis d'accord, c'est ce qui nous a manqué. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on s'est tellement laissé embarquer qu'à aucun moment on a fait d'évaluation. Aujourd'hui les efforts on les voit au quotidien, mais je suis incapable de vous dire que tel chercheur dit que ça a permis ça. Voilà, nous c'est notre ressenti, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est il faut faire aussi confiance à son ressenti, c'est vrai. Mais du coup, pour que des financeurs fassent confiance derrière, c'est pas suffisant. Ouais, voilà. C'est là où il faut les oui, voilà. Mais effectivement, exactement. Il y a l'évaluation aussi pour pouvoir échanger, communiquer au sein de la structure. L'évaluation elle n'est pas forcément formaliste. Ensuite, il y a les évaluations pour pouvoir communiquer à l'extérieur, et là on va être un peu plus formaliste. Mais effectivement, ça donne de bons arguments, et puis ça permet peut-être de prévoir la suite. Quand je vous disais, quand on aborde la digitalisation d'une entreprise, on va rarement sur tous les outils, on va commencer par un petit déploiement, un premier pas on va dire, et puis si on n'est pas en capacité d'évaluer, peut-être de demander aux collaborateurs qui ont été embarqués qu'est-ce qu'ils en ont pensé, de la méthode, de l'outil, de peut-être mesurer aussi, est-ce que effectivement le fait que l'assistant ne fasse pas les devis, recopie pas des devis papier en devis numérique, si on ne mesure pas effectivement le temps gagné,
on a ce ressenti, on sait au fond de nous que ça fonctionne. Mais ça ne va pas permettre de donner à voir. Et ce qui est important quand on aborde des projets de digitalisation, c'est de donner à voir. Peut-être qu'on a commencé la digitalisation par le service commercial. Et si on a des succès, si ça marche, si on a des indicateurs, il faut vite les communiquer au reste de l'entreprise parce que ces premiers petits pas gagnants vont permettre d'embarquer les autres, de se dire « Ah ouais, ça marche quand même ». Et ceux qui ont peur, ils vont se dire « Ouais, c'est quand même pas juste qu'un outil qui va nous casser notre quotidien ou nous casser les pieds ». Il y a des résultats. Et effectivement, de fait de donner à voir, et le donner à voir, il y a des indicateurs qu'on connaît bien en entreprise, hein, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être du temps passé, du budget, de la satisfaction des collaborateurs, mais aussi peut-être un peu de verbatim, qu'un assistant puisse dire ah bah, voilà, pour moi c'était la première fois d'être embarqué dans la réflexion d'un projet, bah, ça donne une dimension tout autre à mon quotidien. Eh bien, c'est très intéressant pour l'ensemble des collaborateurs, mais c'est aussi intéressant, on en parlait là tout à l'heure, pour tout ce qui va être attractivité et recrutement. Quand des collaborateurs sont impliqués, embarqués, et qui sont en capacité aussi de témoigner de ce qu'ils ont vécu, bah, le rayonnement est assez fort. Et aussi parce que parfois, ce n'est pas des premiers petits pas gagnants, parfois on a essayé, puis ça n'a pas fonctionné. De laisser la parole aux collaborateurs aussi, de leur demander leur avis, c'est pas si simple que ça, parce que quand on leur a jamais demandé leur avis, peut-être qu'ils viennent d'autres structures ou qu'ils n'étaient pas dans cette culture-là, du jour au lendemain ils se disent pourquoi ils me demandent ça, je suis sûre qu'il y a un truc derrière, c'est vrai. Ouais, mais alors, et puis ça, ben oui, forcément, parce qu'on ne libère pas la parole en entreprise comme ça, c'est des petits pas, et puis il faut bien poser le contexte, il faut rassurer aussi dans tout ça, et puis ben, parfois ça peut être aussi des premiers petits pas qui n'amènent pas à un succès, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est un échec, c'est une expérience qui fait que le prochain pas sera fait différemment, on intégrera peut-être d'autres personnes. Ah bah oui, ouais, là, effectivement, c'était peut-être un peu too much de rassembler 500 personnes pour décider du prochain outil RH. Donc peut-être la prochaine fois, on fera d'abord avec l'équipe RH et après on fera différemment. Mais c'est d'être, et là encore, je raccroche à la notion de culture, c'est d'être dans une démarche appréciative, d'amélioration continue et de feedback. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment on fait autrement. Et ça, c'est des démarches pareil, qui ne sont pas forcément dans toutes les entreprises. Voilà, donc d'où le côté culturel. D'autres idées sur ce que ça peut générer comme questionnement, comme besoin en entreprise ? Ça paraît évident, mais il faut s'assurer que ça rentre bien dans la stratégie de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est évident, mais c'est quand même très bien de le redire. Parce qu'effectivement, l'enjeu de digitalisation, comme je vous le disais, il existe tellement d'outils sympas, a priori faciles à mettre en œuvre, etc., qu'on a vite fait, on en a parlé aussi tout à l'heure, de se lancer dans plein d'outils et d'être dans un écosystème très complexe. De plus savoir quel outil on utilise et quand on communique sur quoi, c'est très complexe. Et si cette stratégie, enfin cet enjeu de digitalisation ne répond pas à la stratégie d'entreprise, c'est aussi très problématique, forcément. On en a parlé au niveau client. Si notre enjeu, il est peut-être d'être sur des offres seniors, peut-être qu'il vaut mieux pas avoir une offre totale digitale. Même si les seniors sont de bons utilisateurs digital. Hein. Mais peut-être pas du total digital, parce qu'il y a d'autres besoins dans le parcours. Si on a une stratégie aussi de réflexion autour de la RSE, de la QVT, donc QVT, qualité de vie au travail, et RSE, responsabilité sociétale des entreprises, mais il faut aussi se questionner parce qu'on ne va pas choisir le premier outil qui héberge des données en Amérique, ou enfin voilà, il y a tout un enjeu de questions. Donc forcément, ça fait partie, tout à l'heure je vous disais il faut jongler, c'est une de mes balles. Si je ne sais pas jongler avec la stratégie d'entreprise, c'est quand même compliqué. Parce qu'on a vite fait sinon de s'embarquer parce que c'est fun, parce que c'est sympa, parce que on est nous en plus sur un territoire très dynamique en termes de numérique, parce qu'on a des entreprises historiques, mais on a aussi plein de nouvelles pépites qui créent des nouvelles solutions. Et puis tous les soirs, je pense qu'on peut trouver, enfin c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais on peut trouver des after-work, des choses qui parlent de digital, et donc on a vite fait d'être embarqué et de trouver ça super. Mais attention à cette machine aussi, parce que on peut laisser déjà des gens en marge de ces usages-là, et puis ça peut créer d'autres complexités. Donc toujours raccrocher à la stratégie de l'entreprise. J'ai pour habitude de dire aussi, quand on a parlé tout à l'heure de digital vers la relation client, si on va dire 90% de mon modèle économique c'est
de l'argent ou du chiffre d'affaires issu du digital parce que ma relation au client est au digital, ça veut dire aussi des gros investissements. On ne peut pas investir 3 000 € en ayant une relation purement digitale avec ses clients. Voyez. À l'inverse, si ce n'est pas incontournable pour mon client, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce qu'on a quand même dit tout à l'heure aussi que les besoins et les usages sont dans toutes les strates de notre société, donc il faut quand même y aller. Mais ça veut dire aussi que je ne vais peut-être pas investir 300 000 €. Vous voyez, c'est de voir aussi la place du digital dans comment je génère du chiffre d'affaires dans mon entreprise. Et puis, pareil, si, je ne vais peut-être pas mettre 300 000 € pour développer un SIRH si j'ai 15 salariés. Vous voyez? Donc c'est forcément raccord. Par contre, si je suis en train de me développer énormément et qu'à 2 ans, je fais une levée de fonds et on est 200 salariés, ben oui, peut-être faut mieux structurer dès maintenant. Vous voyez? Et ça, c'est en ça où je dis qu'il n'y a pas une recette de la digitalisation, il n'y a pas une recette d'accompagnement ou de conduite du changement en entreprise. Ça dépend de quelle est la stratégie, qui la porte et qui compose les équipes dans cette entreprise. Ok ? D'autres impacts en se disant que le numérique a pour vocation aussi de contribuer à des environnements de travail épanouissants et une qualité de vie au travail correcte. Ça permet de gagner du temps. Ouais, il y a des enjeux de gain de temps. Ouais, l'organisation qui est destinée, je pensais aux agendas partagés ou aux agendas pas forcément partagés, mais pour se caler un rendez-vous, une réunion, même avec des partenaires à l'externe, ben c'est vachement plus simple quand on a tout des à fait en commun. C'est tout à fait ça, et ça c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, il faut questionner la culture. Moi j'ai été dans une entreprise dans le passé où on était dans une culture alors j'oppose deux cultures, c'est pas scientifique ce que je dis, hein, c'est ce que je ressens. La culture de l'assistante et la culture de l'iPhone. Moi j'ai toujours géré tous mes rendez-vous avec ça et donc mon agenda partagé. Dans certaines entreprises, c'est une assistante qui prend les rendez-vous, etc. Eh bien, par rapport à cette culture, l'agenda partagé n'a pas tout à fait le même impact, effectivement. Mais questionner tout ça. D'autres idées? Non? À votre avis, au regard de tout ce qu'on se dit, on a parlé déjà de pas mal de choses. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Par rapport à ce qu'on se dit, à votre avis, c'est quoi les compétences clés qu'il y a? Oups. Je vais réafficher pour que vous puissiez voir ce qu'on s'est dit. Être capable de mener un travail collaboratif. Ouais. Je dirais communication et bienveillance. Communication et bienveillance? Ouais. Hop, voilà. Je mets la suite là, je refais la tapisserie. Alors, en termes de compétences, ça veut dire... Parce qu'on a parlé d'enjeux de formation aussi quand même. Alors, j'ai entendu, je ne sais plus ce que vous m'avez dit. Oui, être capable de mener un travail collaboratif. C'est ça. Un dialogue dans la bienveillance, je peux rajouter. Mener un travail collaboratif, être en capacité de mener un travail collaboratif. Et on a dit dialogue et bienveillance ou communication et bienveillance, c'était ça. Bien sûr, et bienveillance. C'est sûr que si on dit, bon allez, partagez-moi vos besoins, je vais vous réfléchir à l'outil de demain, et qu'on dit, moi j'ai besoin de ça, non, ça c'est nul. ça marche pas. Par contre, attention à bienveillance, ça veut pas non plus dire, oui c'est super, je suis complètement d'accord avec vous. D'accord, hein. J'ai pour habitude d'associer toujours bienveillance et exigence, parce que bienveillance, c'est pas juste être dans oui, c'est super, tu as raison, c'est bien. Dialogue, partage. Non, il y a un moment où il faut aussi pouvoir cadrer, de dire ouais, c'est bien, mais on a des critères. Oui, c'est bien, mais oui, tu veux une villa avec piscine, mais on a un budget de 500 €. Vous voyez, c'est d'être toujours quand même dans le recadrage pour que ce soit le plus pertinent possible pour tout le monde. C'est de la bienveillance aussi, parce qu'après, il sera... Tout à fait. C'est ça. Mais c'est un mot qui est trop utilisé. C'est mal utilisé. Mal utilisé peut-être, ouais. Alors, d'autres compétences quand on aborde la digitalisation en entreprise? L'agilité, l'adaptabilité. Ouais.
Alors ça, c'est même, à mon avis, notamment l'adaptabilité, c'est même clé pour toute entreprise, parce que quand on voit les 2 dernières années qu'on a vécues, et ce qui s'annonce aussi, eh bien, il va falloir être force de proposition, rebondir, créer des nouvelles choses. En tout cas, effectivement, l'adaptabilité, je pense que c'est sûrement la compétence de demain en entreprise. Ouais. La vision globale, ou la prise de recul. Ouais. Être en capacité de prendre de prise de recul. De gestion de projet. Oui, aussi, ouais. Prise de recul, vision globale. Effectivement, c'est très bien de le noter parce que, notamment cette question de la vision globale, on a aussi beaucoup de PME, voire PMI, qui embauchent un master, tout droit, enfin voilà, un jeune qui a priori est né avec le digital, qui l'a étudié à l'université ou en école et qui a priori est capable de ça. Mais ce qu'oublient souvent ces dirigeants, c'est que ça va être entre guillemets des jeunes qui ont aussi besoin d'appréhender le monde de l'entreprise. Donc comment accompagner le changement quand on n'a même pas encore abordé la phase de base. Ça veut dire aussi que c'est des personnes qui sont assez centrales, parce que comme je disais, on peut accompagner l'équipe RH, on peut accompagner la prod, on peut accompagner les commerciaux, la communication. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent être transverses quand on conduit ces changements-là, ou quand sans prendre les gros mots de conduite, quand on va animer ça, tout à l'heure on disait être en capacité de faire du travail collaboratif, bah, si on met ça dans les mains entre guillemets d'un petit jeune, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas simple, parce que cette vision globale et cette capacité de prendre du recul, on a parlé tout à l'heure de cartographie, de comprendre comment on fonctionne, où sont les besoins, bah, c'est pas si simple que ça quand on n'a pas d'expérience en entreprise. Vraiment, c'est pas simple. Et c'est pas la capacité à aborder les compétences digitales qui fait qu'on fait une bonne transition digitale. La gestion de projet, effectivement, parce que, on l'a dit, hein, c'est néanmoins plein de petites choses, beaucoup de partenaires aussi. On peut avoir un partenaire technique, des compétences en communication, différents collaborateurs. On peut être amené à parler avec le directeur, la direction, le codir et des plus opérationnels. Donc tout ça aussi, ça multiplie les prises de parole, les interfaces, les missions. Donc gestion de projet, ça c'est important. Il faut savoir faire des prévisions aussi, plus loin. Quoi. Ouais, donc dans le sens... tableau de bord, projection. Ouais. Effectivement, si on veut être, on parlait tout à l'heure d'évaluation, d'être en capacité de mesurer, bah, il faut être en appétence avec ces indicateurs clés dans l'entreprise et donc de mesurer avant, pendant et après les effets que peuvent avoir la digitalisation. Tableau de bord, indicateurs clés, j'ai dit, indicateurs et prévision. Autre compétence nécessaire à avoir pour aborder tout ça? C'est savoir utiliser le vocabulaire qui va être compris par tout le monde. Ouais. Donc, traduire les besoins. Et... Je mettrai ça derrière pédagogie, est-ce que ça vous va? Pédagogie, médiation. Effectivement. Parce que comme dans tout métier, il y a énormément de jargon, beaucoup d'anglicisme dans nos métiers du digital aussi, donc jargon plus anglicisme, ça fait 2 raisons de plus de larguer les gens qui nous écoutent. Donc si on n'est pas en capacité d'expliquer de façon simple, ça peut être problématique. Ça peut être l'accélérateur au premier frein de « je comprends rien, je vais pas écouter ce que tu me dis, je ne sais pas de quoi tu me parles, ça ne me concerne pas ». Donc effectivement, faire attention à tout ça. D'autres compétences? Il faut faire de la veille, non? Ouais, effectivement. Pour différentes raisons. Déjà pour voir ce qu'ont vécu les autres entreprises, les autres... voilà. Mais aussi parce que les outils vont tellement vite qu'aujourd'hui, quand je vous parle, il y en a d'autres qui sont en train de sortir. On n'est pas à l'aube des nouveaux usages. Donc effectivement, veille, c'est important. Ouais. Veille aussi parce que, pour ceux qui portent ces projets-là, en tout cas, parce que parfois, on peut externaliser le fait de porter les projets de digitalisation aussi. Mais en entreprise, ça veut dire aussi que, comme il y a différents sujets, on a parlé un peu de management, d'organisation, de technique, d'outils, voilà, ça fait pas mal de sujets sur lesquels il faut réussir à jongler. D'autres compétences qui vous viennent, qui seraient importantes pour accompagner ces enjeux de digitalisation? Peut-être avoir des petites, enfin au moins un peu de connaissance de certains outils quand même. Ouais. Connaissance des outils, ouais.
Ça ne veut pas forcément dire qu'on est développeur ou pas, mais ça veut dire en tout cas qu'on n'a pas de peur face à ces outils-là. Si demain la solution miracle venait à naître, qu'on n'ait pas peur d'aller tester, expérimenter, comprendre les contours des outils, pour voir aussi si effectivement ça peut répondre à des besoins. Et puis aussi parce que si on est sur des solutions qui sont créées sur mesure, il faut être en capacité de développeur dans ces métiers. D'autres idées sur les compétences clés? Peut-être a-t-on fait le tour? C'est déjà pas mal si c'est l'histoire d'une seule personne. Mais c'est justement pas l'histoire d'une seule personne, c'est pour ça qu'on peut y aller. C'est bon pour vous sur les partages? Ouais. On se fait un petit temps, un petit temps de questions-réponses si vous en avez, pour moi ou pour les autres du Mabidash. Et puis, et si vous repartez enrichi, au clair avec ce sujet-là, c'est parfait. Et puis on peut peut-être se prendre un petit temps de clôture aussi. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Non? Des remarques ou des... Donc en fait, il y a des gens dont c'est le métier de faire ça. Oui. Ça s'intitule comment? Alors chez nous, ça s'intitule chef de projet de la transformation digitale. Mais c'est très, dans nos métiers, on a aussi, en plus du jargon, on est très exotique dans les noms des métiers. Donc ça dépend des entreprises. Mais derrière, c'est ces compétences-là, effectivement, conduite du changement, intelligence collective, il y a un petit peu de technique. Ça peut être, je vous disais, quand c'est une entreprise plus modeste, on n'est pas forcément à embaucher une personne à 100% là-dessus, donc ça peut être un prestataire extérieur. Mais ça peut être aussi une personne clé. Dans beaucoup d'entreprises, les assistants et assistantes de direction sont des personnes clés, parce que très proches du dirigeant, en capacité de comprendre les difficultés, les enjeux, avec une vue sur les différentes équipes. Et souvent, c'est ces personnes-là qui vont amener des nouveaux outils. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont dans l'entreprise, mais qui vont être en capacité d'aller chercher de la nouveauté, d'apporter autre chose. Et ça, encore une fois, tout comme il n'y a pas une recette idéale pour la transformation digitale, il n'y a pas un homme ou une femme idéale. Il y a a priori des compétences intéressantes pour conduire tout ça, mais il n'y a pas un homme ou une femme clé pour accompagner tout ça. Parce que dans certaines cultures digitales, nous on a besoin toujours de questionner notre transformation et la place de nos outils. Dans notre centre de formation, on continue à questionner la place de l'outil, notamment en formation, puisque on est très attaché au papier, au crayon, et pourtant en format digital. Et puis c'est à la mode de digitaliser aussi les formations. Donc bien sûr, on accompagne d'autres OF sur ces questions-là, d'autres centres de formation sur ces questions-là. Donc on est au fait de tout ça. Mais voilà, c'est un questionnement, il n'y a pas un pilote qui porte ça, c'est aussi la question des formateurs, c'est aussi la question de la personne qui est à l'administratif, et comme c'est très central, effectivement, c'est une question qu'on porte à plusieurs. Mais là, c'est là pour le coup, typiquement dans notre petite équipe. On se fait un petit tour de clôture, alors si vous n'avez pas de questions ou de partage. J'aurais envie de vous demander, avant qu'on se quitte, avec quoi vous repartez? Une chose avec laquelle vous repartez ce soir. Est-ce qu'on peut commencer par vous, monsieur? Oui, tout à fait. Moi, je repars que par rapport à mon questionnement initial, avec une approche beaucoup plus précise des besoins du métier, en fait. Enfin, totalement en lien, donc ça a bien répondu à ma question. Super, merci beaucoup. Et vous, madame? Alors moi je repars avec deux choses opposées. Il y a un côté comment bien, me faire voir qu'on était bien parti dans le bon sens avec le côté asso. Et un nouveau métier pour ma reconversion. Oui. Merci. Je pense aussi avec ce questionnement-là, est-ce que le métier de chef de projet ne serait pas pourquoi pas pour moi? Ok, d'accord. Je sais pas. Ouais. Rien de particulier. Si, des précisions sur effectivement tous les enjeux. Et puis tout est écrit, donc même si on y pensait, au moins c'est plus formel. Quand tu as une reconversion, je sais pas.
j'ai pas l'envie de Digérer. cet atelier. Sans doute non plus. Moi, je trouve ça très enrichissant. Enfin, ça permettra une réflexion déjà sur ça, puis ça me permet de voir quelques réponses. Ok, merci bien. Moi, j'étais vraiment très impressionnée par le retour d'expérience d'Hélène. Je trouve ça vraiment génial d'avoir réussi à cette inclusion. Je trouve ça fabuleux. Et à titre plus personnel, moi je suis en charge d'emploi et je pense effectivement que c'est un poste que je pourrais prétendre, si ce n'est que je n'ai pas le background technique. Du coup, aujourd'hui, c'est ça qui me freine et qui me fait pas oser postuler sur certaines offres, parce qu'effectivement, j'ai travaillé dans l'informatique de gestion, donc gros système, donc tout ce qui est digital. J'étais dans l'informatique, mais pas du coup, dans ce modèle-là. Par contre, toutes ces compétences autres que techniques, effectivement, je m'y retrouve complètement. Donc, c'est vrai que ça permet de formaliser pas mal de choses. Ouais. Ok. On a parlé de l'axe formation qui était important sur ce sujet-là. Donc, merci de votre partage. Alors pour moi, accompagner la transition numérique, je dirais que c'est être en mesure d'accompagner les personnes, l'entreprise, et puis de répondre à ses besoins et puis avoir un cadre, tout ça. Tout à fait. Merci de votre partage. J'ai trouvé ça très dynamique, les échanges, et de l'expérience bien évidemment, et puis dans la construction de nos idées, je trouve que l'atelier participatif, ça a tout son sens. Parce que comme on soit chercheur d'emploi, salarié en reconversion ou en projet, même en étant salarié de reconversion, je pense que ça nous ouvre les possibles et qu'aujourd'hui on a quand même bien œuvré sur cette thématique-là. Et puis c'est important parce qu'on voit bien que on est toujours dans la même démarche, détecter les besoins, partir de ce qui se passe sur le terrain pour embarquer les équipes, etc. et comment on y va tous ensemble. Donc je trouve intéressant de pouvoir... Après, on aurait envie de poursuivre sur une étape d'après. C'est un peu ça la frustration, de se dire quel outil pour la structure, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, comment on pourrait être accompagné. Et puis selon notre besoin, parce que je suis d'accord aussi de dire qu'on ne peut pas copier-coller sur les outils, sur les projets. Il faut vraiment que ça parte du besoin, à la fois des usagers, des professionnels. Voilà. Merci. Ton avis. Je passe la parole. Du coup, je ne m'étais pas présentée tout à l'heure, mais c'est pas grave. Moi, j'étais surtout venue partager l'expérience de l'ESAT de la Mabilais, parce que c'est vraiment une expérience qui, je pense, est très importante sur le fait de se dire qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur les compétences des personnes. Donc, et c'est là la clé pour moi des choses, et c'est d'autant plus important que ça soit un groupe comme ça qui puisse partager cette expérience, et je trouve qu'il serait intéressant, c'est de démultiplier, communiquer, parce que ça démontre qu'en fait, partir des compétences des gens, partir de leurs propres expériences et de les faire participer à des projets, c'est comme ça aussi qu'on réussit en fait à intégrer les personnes dans justement ce qu'on appelle la transition numérique, mais en fait toute forme de changement. Donc voilà, moi j'ai été un petit peu venue chercher l'image, les images, le partage d'expérience, et pour moi c'était vraiment très très intéressant. Donc j'étais pas venue au niveau professionnel, puisque je fais de l'accompagnement en fait de personnes en situation de handicap, et c'est vrai que le numérique est une des questions pour les personnes en situation de handicap, quand on se dit que ça ne devrait pas en être forcément. Merci de votre partage. J'ai juste une question. Est-ce que, alors vous avez dit que la personne qui vous précédait, elle était déjà des compétences informatiques Oui, importantes. il avait ce coup de génie d'être informaticien déjà. Voilà. Et vous nous avez dit à côté qu'il y avait une informaticienne avec vous. Mais elle était là déjà aussi au début? Alors ou non. Elle a été recrutée après. Elle a été recrutée du coup, oui, parce que Lui, il est je n'étais pas informaticienne de formation. non, J'avais surtout pas envie de laisser tomber le projet. Donc, D'accord. on a lancé un recrutement. Moi, à côté de ça, par contre, vous parliez de l'intérêt de pouvoir communiquer avec le SI. Je me suis formée. C'est-à-dire que j'ai fait un master système d'information à l'IGR. Je vous dis ça parce que vous parliez du métier de transformation digitale. Ils ont un master transformation digitale qui est très intéressant.
Donc voilà, ça peut servir et du coup ça peut être en parallèle en effet de la partie que vous faisiez par exemple auparavant. Donc voilà, je me suis formée parce qu'en effet il faut communiquer avec la partie informatique et que j'étais loin de ce monde-là. D'accord. Mais pour nous c'était important de garder cette compétence en interne parce que alors on est petit, c'est-à-dire qu'on est 160, mais en fait on est tout petit comparé à d'autres associations qui peuvent être beaucoup plus grosses. Et c'est ce qui nous plaît parce que on parle d'adaptabilité, d'agilité. En fait, quelqu'un a une bonne idée, 2 heures après on s'y colle. C'est super. C'est un vrai bordel organisé, mais vraiment ça permet d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on voulait garder ça en interne. Non, c'est bien. Il y a plus de réactivité, de réaction. Mais c'est pas, en effet, il a fallu retravailler parce que auparavant, la personne qui maîtrisait l'organisation était derrière l'ordinateur à développer. Là, du coup, il a fallu, nous, être beaucoup plus fins sur le cahier des charges, etc., pour pouvoir transmettre aux développeurs. D'un autre côté, vous avez un œil extérieur maintenant. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie. Moi, j'ai passé un excellent moment. Voilà, ça a été un partage hyper intéressant. J'arrivais convaincue, je repars encore plus convaincue. Et puis avec d'autres vues, on n'a pas toujours l'ensemble des facettes. Donc merci beaucoup. C'était très riche. Ouais, plaisir partagé pour moi aussi. J'aime toujours ce côté participatif parce que, comme je disais en tout début, le savoir, l'intuition, elle est chez vous. Et donc, je trouve ça très chouette de pouvoir être à l'écoute de tout ça. Et puis, je suis aussi très contente de l'introduction puisque finalement, vous avez abordé tous ces sujets-là dans votre témoignage et je trouve ça aussi très chouette. Et si vous voulez bien, je réutiliserai la vidéo pour un but pédagogique en tout cas, parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc un grand merci pour ce partage et merci Karine aussi pour cette invitation. Et oui, et merci pour la mise en lien. Alors, je remercie Hélène qui était l'investigatrice au départ. Ensuite, je remercie Karine d'avoir tenu le flambeau et puis longtemps. Et insisté. Parce qu'elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché et elle a bien fait parce que vraiment j'ai passé un bon moment. Et puis on a une vidéo extraordinaire. Merci beaucoup. Super.